Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de la 56, donc la nouvelle division soviétique qui va sortir avec le DLC Nemesis. Donc c'est une division que j'ai pu tester un petit peu en interne avec des joueurs assez expérimentés pour le coup. Donc le but de cette vidéo c'est de vous présenter un petit peu la division par rapport à son pool d'unités. Il y a eu quelques changements de prix sur lesquels je vais pas vraiment m'attarder parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Et pour moi, du coup, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter un petit peu ce que la division a à offrir, donner un petit peu mon point de vue d'après les testings que j'ai fait sur quelles unités sont assez intéressantes d'un point de vue gameplay. Du coup, en parlant de gameplay justement, la division en elle-même se joue un petit peu entre un hybride KDA et second duquet, c'est un petit peu particulier, dans le sens où vous avez vraiment une possibilité de sortir une horde d'infanterie avec des blindés légers qui les accompagnent. Avec en plus une composante aéro et un soutien aérien qui est assez intéressant pour le coup, assez puissant. Donc pour commencer cette exploration de la 56, on va commencer par la table de logistique qui est finalement la plus basique. Donc on a un Oural de supply qu'on ne présente plus, hein, qu'on trouve dans toutes les divisions soviétiques. 1000 points, 40 points dépensés. On a sa variante plus lourde à 60 points pour 2000 de supply, donc clairement on est plus cost efficient sur cette variante là, mais avec 3 camions par carte, vous voulez surtout pas les perdre, donc c'est vraiment une unité qui va rester en backline pour par exemple resupply vos unités d'artillerie ou vos hélicoptères ou les réparer par exemple. En parlant d'hélicoptères, on a aussi des hélicos de supply, donc on a le Mi-8 qu'on ne présente plus, hein, 1500 de supply, 55 points qu'on trouve assez régulièrement dans les divisions soviétiques. On a le Mi-6 qui est absolument gigantesque, qui tire à peine à l'écran. 65 points, 2000 de supply, donc plus cost efficient. On a 10 points de vie, 10% de CM, donc j'aurais tendance à le privilégier pour le coup. On peut prendre un peu plus de risques dans le sens où on se fait pas double tape par un Igla et on perd notre hélico et on perd tout notre supply. Là on a un hélico plus résistant avec moins de chances de se faire hit. On a un petit hélicoptère de commandement, donc le Mi-9 pour prendre le contrôle des zones en début de jeu. Une Jeep de commandement, 4 PV, 80 points. Et un BTR de commandement pour 100 points. Vous avez 8 PV et un peu de blindage, donc si vous êtes dans une zone un peu contest avec de l'artillerie légère ou des mortiers, ça peut être assez intéressant de le sortir. En termes d'infanterie, donc là clairement on rentre dans le cœur de la division. On a pas mal d'options intéressantes et assez nouvelles aussi d'un point de vue gameplay. Donc pour commencer, on a la Commandatura qui dispose du coup de Jeep et d'un BTR à 30 points. Donc vraiment pour 55 points, vous avez des escouades spammables avec un BTR qui appuie. Ça peut être assez violent contre les decks comme la 11e para qui dispose finalement d'assez peu d'ATGM pour son infanterie, qui peut se faire un petit peu défoncer par cet appui sorti en masse d'un coup. On a du coup les Okrana qui sont clairement des équivalents des Icherung de l'Allemagne de l'Ouest, hein, très clairement, avec le trait sécurité. On a deux transports, donc on a l'Oural et l'Oural Metla. Donc on a un espèce de véhicule post-apocalyptique, hein, je vais vous montrer un peu mieux ça, avec une tourelle fixée dessus et un pod de roquette qui a été greffé sur la toile, c'est assez particulier. Mais du coup, on a des nouvelles options qui s'offrent à nous, parce qu'on a un véhicule blindé, du coup avec une mitrailleuse lourde en appui et surtout des roquettes. Les roquettes en fait ça vient vraiment comme une masse sur le moment où vous débarquez avec. Vous avez des unités retranchées en face, vous tirez des roquettes dedans, cohésion rouge. Ils sont incapables de se défendre. Alors du coup évidemment 16 roquettes, ça va demander du coup des resupplies assez constants pour que l'unité puisse fonctionner. Mais ça peut vraiment aider à déloger des squads d'infanterie retranchés. A noter aussi que du coup comme c'est des dégâts de stress, ça s'applique aussi sur des véhicules blindés ennemis. Ça peut être du coup des Bradley de Rocco qui passent du coup à une cohésion absolument médiocre et qui touchent quasiment plus avec leur missile TOW 2. Ou même sur des Abrams, si vous voulez par exemple faire un grand punch blindé plus tard, vous stackez ça, cette unité. Vous la ressortez, vous lancez des roquettes sur les Abrams, cohésion au rouge ou orange en fonction de la vétérance. Ils auront beaucoup de mal à recharger, ils toucheront moins. Et vous avez un combat qui est assez favorable pour seulement 40 points finalement. Pour les types d'unités suivants, donc là on est sur les Saperi, donc on est sur un commandant là absolument basique, 4 gars, un lance-roquette. On a accès du coup à une espèce de Jeep que vous retrouvez d'ailleurs dans la 35.
un espèce de gros MTLB, donc le GTMU 1D, donc j'ai appelé le MTLB bis pour cette vidéo parce que c'est clairement la même chose pour le coup. Et du coup le BTR 70D, donc, qui est très proche du BTR 60 que vous connaissez bien si vous jouez à la 39 ou la 79. On a deux de blindage au lieu d'un seul. Par contre, la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas le train amphibie. Donc, sur certaines cartes, il faut le garder à l'esprit. Donc, vous pouvez plus faire de débarquement un petit peu surprise. En tout cas, vous avez plus cette option avec ce transport-là. Pour les sapeurs en eux-mêmes, on a vraiment des demi escouades comme pour la 35. On a 5 gars avec des satchels. Donc, en combat urbain, c'est pas mal. Vous pouvez stacker un petit peu les escouades. Vous les mettez par 2 ou 3 dans les bâtiments. Vous sautez de bâtiment en bâtiment. Avec le trait choc en plus, vous avez 15% de dégâts en plus. Vous pouvez sortir vraiment des escouades très rapidement, notamment avec le dégât de stress de 200 qui... Bah, pour 3 escouades, vous routez tout de suite, en tout cas vous vous stunnez les escouades ennemies instantanément. Donc pas mal du tout. En termes de transport, là on a des options assez intéressantes. Donc on a notre Jeep, ok, notre MTLB, notre BTR 70. Mais là on commence à avoir du coup des variantes avec des roquettes. Donc on a une possibilité de les spammer pour pas très cher, les squads coûtent 30 points. Le transport lui est un peu plus cher à 50 points, donc vous ne voulez pas les perdre sur des missiles très clairement. Faites attention quand vous les sortez. Mais vous avez vraiment cet appui et ce choc initial qui est vraiment très puissant avec ces BTR. Donc soit on a une option avec le petit pot de roquettes, donc on a 16 roquettes, 0,57 de HE. Soit vraiment vous mettez le prix à 55 points et vous avez des roquettes un peu plus lourdes, 0,8 de HE, 20 roquettes, donc cette variante là est beaucoup plus puissante. Vous voulez clairement pas la perdre pour ce prix-là, mais c'est un excellent appui d'opener, hein, très clairement. Pour la variante suivante, on a du coup des lance-roquettes incendiaires. Donc là, on a des gros RPO, si on peut dire. Hein. Donc demi-escouade. Au lieu d'avoir des RPO à 4 munitions, on en a 6. Au lieu d'avoir 0,9 de HE, on en a 1,1. Donc ils sont vraiment très énervés, surtout en combat urbain. Vous délogez très rapidement des escouades avec. Le plan de ces escouades-là, en fait, comme c'est des escouades de 5 soldats, c'est pas très endurant. C'est vraiment là pour appuyer des escouades un petit peu plus lourdes, enfin en tout cas qui ont plus de PV ou plus sacrifiables, très clairement. Donc avec les Okrana, on peut voir une certaine synergie par exemple. Et du coup, vous lancez vos roquettes incendiaires, vous repartez, vous rechargez, vous les ramenez au combat, mais c'est comme ça que ça s'utilise. Hein. C'est vraiment du burst damage qu'il faut recharger assez régulièrement. On peut voir que sur les options de transport, du coup, Jeep, MTLB, BTR, mais surtout là on a du coup un BTR avec un lance-roquette incendiaire. Euh, D'ailleurs c'est assez surprenant, mais du coup on a ce trait amphibie qu'on n'a pas sur le BTR basique. C'est le cas aussi pour les roquettes. Donc c'est bon à savoir. Heureusement ils ont pensé du coup à augmenter la portée du lance-roquette incendiaire pour pas que le véhicule se fasse one-tap par la terre entière, enfin par n'importe quelle escouade qui dispose d'un lance-roquette anti-tank. Donc 850 mètres, ça vous fait pas beaucoup de jeu par rapport à des lance-roquettes qui ont 750 mètres de portée, mais c'est une possibilité. Surtout qu'avec 8 roquettes incendiaires à 1,1 de HE, si jamais votre adversaire fait l'erreur de vous envoyer des squads d'infanterie comme des écherons qui ne disposent pas d'anti-tank et qui a justement ce problème d'anti-tank qui manque, vous pouvez les faire fondre extrêmement rapidement. Surtout si vous rechargez les roquettes et que vous faites des rotations. En termes d'armes d'appui légère, on a du coup les 12-7, donc aérotransportables. C'est pas mal du tout. Vous avez en plus cette pénétration sur les véhicules légers qui vous permettent de dérouter justement des M113 ou des BTR ou des VAB. Donc c'est pas mal du tout. Pour les AGS-17, donc on a un lance-roquette, lance-grenade, excusez-moi, une option lance-grenade, donc aérotransportable avec des transports assez basiques comme la 12-7. Contre l'infanterie, ça fait le boulot, mais j'ai tendance à moins la privilégier dans le sens où on n'a pas cette pénétration contre les véhicules légers. Pour l'infanterie un peu plus basique, donc là on rentre dans le cœur un petit peu plus blindé en termes d'options d'infanterie. Donc là on est sur donc un commandant qui est finalement un motostrelki avec des AK de combat rapproché et un lance-roquette bon, qui est pas non plus exceptionnel mais qui a le mérite d'exister pour vous défendre contre les IFV ou les APC qui vous rusheraient votre commandant. Donc BTR 70, Oural, MTLB, BMP2D. Donc si jamais vous voulez avoir des IFV avec un bon lance-missile et quand même 4 de blindage, c'est quand même pas mal du tout. Vous pouvez le sortir avec ce commandant. Ou si vous voulez un peu privilégier l'option aérotransportée pour faire des débarquements, prendre des sites dans le dos de votre adversaire, vous pouvez prendre la Mi-8T. Donc on a une escouade qui est vraiment très adaptable pour le coup. Pour cette escouade d'infanterie, on a du coup 3 options. MTLB basique, MTLB lance-grenade, donc c'est un peu rigolo, pour 30 points vous avez un appui qui est vraiment pas mal, ou BMP2D.
si vous voulez vraiment plus renforcer votre milieu de jeu. On a une escouade du coup qui s'apparente beaucoup au Motostrelki, mais qui a accès au RPG 16, donc qui a un lance-roquette qui a que 13 d'AP, c'est pas non plus exceptionnel. Par contre, 1025 mètres de portée. Vous avez vraiment un gros rayon pour deny en fait les appuis blindés de votre adversaire pour l'infanterie qui est censée aider à amener vers votre ville, très clairement. Par exemple, pour des mitrailleuses lourdes à 1400 mètres de portée, 1025 mètres, ça leur laisse vraiment pas beaucoup de jeu pour se positionner et tirer de manière sécurisée, très clairement. Donc on a une nouvelle option qui est un petit peu... enfin, qui est intéressante pour le coup, qui est un peu rigolote. Euh, pour cette infanterie-là, donc RPG 7, le douche... je ne sais pas ce que ça veut dire, désolé, j'ai l'acronyme. Mais là, on est clairement sur du moto Salki basique qu'on connaît tous. 7 gars, un lance-roquette à 18 d'AP, BMP2D, AGS. Bon, pour le coup, j'ai tendance à utiliser BMP2D pour avoir justement ce milieu de jeu qui est rendu possible avec des IFV qui permettent de tenir en spammant des missiles et en appuyant l'infanterie contre des escouades, soit qui viennent dans votre direction, soit retranchées vers le site que vous voulez prendre. Les poulets Mtiki, donc, qui sont aussi sortis absolument partout dans les decks soviétiques. 3 mitrailleuses, donc très bien pour détruire la cohésion des escouades ennemies. Option finalement assez basique, donc camion, BTR, MTLB, BMP2D et MI8T pour des débarquements. Pour ce qui est des métis, du coup, l'escouade est présente ici aussi, donc on a 8 soldats, donc très important, je pense que c'est vraiment un incontournable des decks russes, mais pour tenir du coup contre des menaces comme les IFV et des APC, c'est la meilleure escouade que vous pouvez sortir. Option BTR 70 et BTR 70 AGS, donc ils ont greffé un lance-grenade dessus. Là on a un DPS vraiment assez fou contre les squads d'infanterie. J'ai tendance à le prendre, par contre c'est vrai que ça fait 95 points les squads, donc le prix est mis. Et ce qui me surprend un petit peu, c'est qu'on a une option amphibie sur le même transport qui n'a pas eu de lance-grenade qui a été greffé dessus, donc c'est un petit peu surprenant. Pour les squads suivantes, on va vraiment rentrer dans la composante aéro de la division. Donc là, on a une escouade de 14 soldats qui vient avec plusieurs options d'hélicoptères de transport. Donc j'ai plutôt tendance à utiliser le Mi-8T. Comme ça, à 130 points, vous pouvez en spammer 2 parties. Enfin, spammer, vous pouvez en sortir quoi, mais... Donc 2 parties, c'est pas mal du tout. Donc 14 soldats. J'aurais tendance à les prendre en V2 parce qu'à 14 PV, c'est vraiment une escouade qui est faite pour le combat prolongé. Pour endurer le combat. Vous avez 8 roquettes dans l'escouade, donc clairement il y a une certaine autonomie par rapport aux roquettes qui est pas mal du tout. Vous pouvez tenir très longtemps sans supply. On a aussi accès du coup aux Afghansi qui sont une espèce de spetsnaz en nombre réduit, donc on a des AK de combat rapprochés, des RPO, très choc, résolute, c'est vraiment très bien pour le combat urbain. On a eu justement, en plus de l'escouade précédente, une option avec des Mi-24, donc j'ai tendance à l'utiliser. En fait, il y a un peu deux écoles. Soit vous prenez un transport pas cher pour l'early game, vraiment vous installez, vous êtes sûr de prendre la lead avec cette escouade, surtout si vous la couplez avec l'escouade de RPG 22 à 14 PV. Ou alors vous prenez du coup l'option avec les Mi-24D, vous les gardez pour le late game et vous pouvez vraiment submerger un point avec votre horde de Mi-24 que vous avez stacké pendant tout ce temps. Donc on est sur des hélicos qui n'ont pas tant de roquettes que ça, mais qui ont quand même une mitrailleuse, 0% de CM mais 10 PV. J'aurais tendance à les utiliser par rapport au Mi-8 en vrai. Pour les armes du coup de soutien un peu plus lourdes, on a du coup les SPG9, donc les options basiques que je vous ai déjà présentées, avec plus cette option SPG9 pour le MTLB bis. Donc clairement vous droppez votre SPG9 dans un bâtiment pour défendre un point. Vous avez un transport que vous pouvez un petit peu soit utiliser comme appui défensif, soit comme unité d'infiltration. Vous vous infiltrez des forêts, vous mettez près d'une route de ravitaillement et vous essayez de sniper des transports de troupes. Ça marche très bien, très clairement. On a du coup le fagot qu'on ne présente plus. Donc missile à 17 d'AP qui one-shot la plupart des IFV, les warriors basiques, les ennemis d'XP, les Bradley. 9 par carte en plus, donc on a un certain nombre. Et on a aussi du coup le concours qui est aérotransportable, qui est présent aussi dans la plupart des decks soviétiques. Enfin, pour conclure sur la table d'infanterie, on a ce SPG9 qui a une option de forward deploy, donc vous pouvez avoir une espèce d'AMX 10 RC un peu surprise, un peu Eco Plus,
pour appuyer contre des squads d'infanterie forward. Par exemple, vous êtes contre une seconde UK, il veut vous sortir des SAS pour au moins s'implanter dans votre ville. Vous avez une option pour les tuer dans leur transport, donc c'est très intéressant. Ou en tout cas appuyer une fois qu'ils sont débarqués. A noter, je suis pas sûr d'avoir relevé ce point-là, mais la plupart de vos escouades d'infanterie ont une vétérance gratuite. En fait, ce deck est censé être un deck de vétérans de la guerre d'Afghanistan, tout simplement. Donc la VET 1 qui est offerte partout, c'est vraiment un très gros bonus, notamment là par rapport aux Aganti qui sont VET 2, avec, comme je vous l'ai dit, cette capacité de troupes de choc et résolute. Très clairement, en combat urbain, c'est des monstres. Donc, pour le prix que vous dépensez, la vétérance gratuite, bah, du coup, elle est pas indexée dessus, c'est assez violent pour le coup. Pour la table d'artillerie, même chose, vous remarquez que vous avez toutes vos unités qui commencent VET 1, donc c'est vraiment très important pour l'artillerie parce que vous avez une artillerie qui est plus réactive. Je crois que c'est 20% d'aim time en moins par rapport au VET 0, donc c'est pas rien, surtout pour les grades. Enfin bon, on va venir les parcourir un par un. Donc pour les mortiers, vous avez deux options. Soit un mortier à 1-2 HE, mais qui a un aim time très court, soit celui à 1,34 de HE pour 50 de plus, mais qui a un aim time de 4 secondes de plus, qui est quand même... bon, je vais pas faire des maths en vidéo, c'est jamais un bon plan, mais 40% de temps de visée en plus, qui est assez important. Donc vous avez vraiment un choix si vous voulez des mortiers qui soient réactifs ou qui font des dégâts, tout simplement. Surtout que vous pouvez les upVT pour avoir un aim time d'à peine 8 secondes. Si vous mettez un commandant, ça passe à 7 secondes, 6,5, donc c'est quasiment instantané. Par rapport aux options motorisées, on a le Vasilesque qui est présent dans la 35, qui est vraiment, à mon avis, le meilleur mortier, juste à cause de son rate of fire qui est à 67, pour vous donner un comparatif. Le 120 mm ici, là, est à peine un tiers de ce que propose le Vasilesque. Donc, vous voulez clean une position rapidement, vous les sortez, surtout si un commandant à côté. Limite, vous pouvez en prendre deux. Ah, 80 Direct of Fire rang 2, ça rigole pas, hein, punaise. Vous avez le Nona, donc pour pas cher, vous avez un espèce de mortier artillerie qui peut déloger des ATGM. Vous en sortez deux, ça marche bien pour le coup. Avec l'option de tir direct, hein, si jamais vous faites infiltrer, c'est un peu une mesure de désespoir à 40% de précision, mais elle a l'option d'exister. Vous avez de l'artillerie du coup aérotransportable, bon pourquoi pas, mais surtout de l'artillerie pas chère, un peu plus longue portée. Quoique c'est vrai quand on regarde le Nona, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'intérêt, à part de laisser en auto fire, enfin feu à volonté du coup, ou le laisser tirer. A noter d'ailleurs que je ne l'ai pas précisé, mais ce mortier là en feu à volonté, vous avez 80 munitions, vous allez mettre une pression constante à votre adversaire, vous allez le forcer à cramer des APM, à déplacer des troupes qui ont été spotées pour pas qu'elles se fassent détruire par les mortiers. C'est vraiment une option chiante à affronter. Du coup, vous avez deux options de MRLS, soit le grade, du coup, avec une réserve de 12 roquettes, soit du coup le BM21 à grade où vous avez quand même beaucoup plus de roquettes, donc à voir selon vos préférences. L'aim time, enfin le reload time est quand même beaucoup plus court sur ce grade là, donc ça prend en compte, mais c'est vrai que bah, tant qu'à prendre un MRLS, autant prendre la version lourde. Enfin, moi je le ferai comme ça. Vous avez votre artillerie en tube, bah, du coup, qui est directement la version motorisée de cette artillerie-là, donc qui est assez classique, hein, utilisable pour sortir soit des Stingers, soit des ATGM, des équipes de mitrailleuses assez facilement. Et enfin, vous avez la nouveauté de la division, donc on a l'espèce de mortier de la surcompensation. Donc 5 de HE, donc je crois que c'est l'artillerie qui a le plus de HE actuellement dans le jeu. Donc le souci c'est que elle est assez sensible à la contre-batterie parce que c'est pas une artillerie motorisée. Mais clairement là si vous voulez sortir des squads d'infanterie, même enfin des KDA à 14 bonhommes, c'est vraiment une très bonne option. Vous avez la version cluster pour le même prix, ce qui m'étonne un petit peu, mais qui en plus fait des dégâts supplémentaires contre les tanks. Donc clairement, s'il y a une unité d'artillerie à tester, c'est celle-là. C'est celle-là, très clairement. Par contre, le coût en supply est assez impitoyable. 1800 de supply, il va falloir investir dans la table logistique, hein, très clairement. Pour la table suivante, les tanks. Donc là, c'est un petit peu la disette sur celle-là. On n'a pas beaucoup d'options. Donc c'est principalement du T62 qui viennent aussi encore avec une vétérance gratuite. Donc ça fait plaisir. Pour votre early game, vous avez accès au LUAZ Fagot, donc, qui a le Forward Deploy. 17 d'AP, c'est pas non plus un lance-missile exceptionnel, mais vous pouvez one-shot beaucoup d'IFV, très clairement. On a le T62 de commandement qui vient en rang 2, donc
qui est assez décent à 65% de précision finalement. D'ailleurs, on peut voir que sur ce modèle-là, on a des espèces de cope cage hein, qui renforcent un petit peu le side armor, donc vous êtes un petit peu moins sensible aux missiles. Aux missiles anti-tank lourds tout simplement. Quoique en vrai avec un Milan 2 ou un TO2 vous allez quand même vous faire one shot donc à part pour du swing fire qui est vraiment un cas un petit peu précis, ça n'a pas changé grand chose je pense. On a quand même 8 et 62 offerts en une carte donc pour moi clairement c'est mandatoire hein, pour la division très clairement. En combat rapproché c'est pas mal, vous avez quand même 60% de précision 7 de ROF. Ça va pas vous sauver contre des Abrams mais par contre contre des Léo 1 et des AMX 30B2 vous avez vraiment enfin, vous avez vraiment les bolossés, hein, j'ai pas d'autre terme. Hein, c'est 14 d'AP pour un Léo 1 ou un B2, c'est très dur à affronter, hein, malgré tout. Malgré la portée qui est un peu moins importante, c'est un bon tank pour ce match-up. Vous avez bien évidemment la variante avec un missile longue portée à 2800 mètres, donc pour tenir des zones ouvertes par exemple sur Black Forest, c'est une très bonne option. Hein. Vous installez votre milieu de jeu où vous allez essayer de repousser le plus longtemps possible un deck plus lourd. Donc ça y contribue très clairement. Surtout si vous pouvez sniper des recos à 1 ou 3 de blindage par exemple, comme des Bradley de reco ou des Vabrasid par exemple. Pour la table de reco, encore une fois, on a une vétérance gratuite. Donc la division vraiment va bien gérer le stress et vous offre la possibilité de jouer des escouades qui durent dans la durée des combats, hein, très clairement. Donc on a Reostat qui est exceptionnel en reco, donc si vous voulez débusquer des dissercés, c'est votre meilleur candidat. Quel trait en plus forward et amphibie, donc vous avez la vision sur le jeu de votre adversaire dès le début. A noter aussi qu'en parlant de forward, du coup là on a la range de Hareko classique, mais on a quand même un spag de reconnaissance avec une vision exceptionnelle, ce qui est un petit peu étonnant. Mais du coup, contre une ouverture aéro pour votre adversaire, par exemple, vous affrontez une 8, il a envie de vous mettre des Rangers Dragons dans votre ville assez rapidement, vous pouvez complètement shutdown ce gameplay-là. Donc c'est pas mal du tout. Vous avez vraiment de bonnes options pour vous défendre contre les rushs hélico en tout cas. Peut-être pas contre les Apaches parce que vous avez malheureusement pas la portée du missile, mais contre tous les hélicos un peu intermédiaires comme des Cobra Rocket, des hélicos de transport, c'est vraiment très très bien. On a le BRDM2, donc la petite voiture de recou qu'on ne présente plus, hein, qui est dans toutes les divisions soviétiques. On a eu une option Razevka de 4 gars qui vient aussi encore potentiellement en hélico, donc vous pouvez avoir encore une option, comment dire, des Mi-24. En fait, vous avez des slots d'hélicoptères un petit peu cachés, hein, très clairement. Là, c'est 6 hélicoptères qui sont offerts, très clairement. Bon, vous mettez le prix par contre. En termes de transport, vous avez une Jeep avec une forward deploy, donc si les 2400 mètres de l'escouade de reconnaissance vous suffisent pas, vous pouvez prendre du coup cet appui pour 40 points pour aller encore plus loin, pour commencer plus loin. Évidemment, les autres options Mi-8 qui existent, pour le coup, pour vous déployer un peu à des points de la map un petit peu inaccessibles de manière standard, tout simplement. Là on a une escouade de reco du coup de 7 gars, donc des motostrelki classiques, qui vous offre une option assez intéressante. Le BMP2 de reco très clairement qui vient en forward, c'est assez violent. On trouve ça par exemple dans la 79 ou dans la 27, donc avoir accès à ce style là dans votre ouverture, ça vous ouvre des portes très clairement. Si vous voulez l'option un peu plus légère, vous avez le BTR de reco. Quand même des optiques good pour appuyer contre l'infanterie pour 40 points et venir assez rapidement vu que c'est un transport sur roue, c'est pas mal du tout. On a un hélico de reco qui a du coup des contre-mesures électroniques, donc 30% de CM, et du coup je crois que ce trait brouille les radars, ouais jammer effectivement, donc very good en reco, donc c'est pas mal. On a un hélico de reco qui a un petit peu de survivabilité. La 39 a une option un peu plus intéressante parce qu'il y a 40% de CM, mais je crois qu'elle est un peu plus chère, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et enfin, du coup, je vous disais un peu plus tôt qu'il y avait une composante seconde du quai. Là, on est sur des espèces de SAS Eco+, dans le sens où vous avez des Stingers, des anti-tanks qui viennent à 3400 mètres, 3500 mètres. Donc, vous pouvez un petit peu interdire l'espace aérien, bien que ce soit pas aussi précis à 57% de précision. Vous avez une option, du coup, encore une fois, avec un lance-roquette, un lance-grenade, je veux dire, pour appuyer contre l'opener de votre adversaire. Donc, la table de reco offre pas mal d'options finalement. C'est assez bien pensé là-dessus. C'est des nouveautés en plus, notamment avec le spag qui a été ajouté. Parlons de spag, justement, on va passer à là. Donc, pour les Iglam, on a beaucoup d'options.
la Jeep classique, le BTR, le MTLB. Alors je vais même pas essayer de le prononcer, c'est mort, le ZU-23 voilà. Du coup qui vous offre une option de canon anti-aérien pas cher. Ça peut être pas mal par exemple sur la série de Black Forest si vous avez peur de vous faire hélirush, vous en planquer un petit peu dans les... enfin vous faire hélirush, vous faire submerger par des hélicos en milieu ou en fin de partie, vous en planquer dans les forêts et là vous avez une embuscade vraiment pour pas cher. Ou du coup en AMI-8 si jamais vous faites un gros débarquement d'infanterie derrière la ligne adverse, vous allez voir de l'anti-IR, et du coup, vous avez cette option-là pour les IGLA. On a accès à, du coup, ce truc qui sort d'un post-apo, très clairement. Donc, des petits canons pas chers, assez rapides à déployer, donc c'est pas mal pour vous protéger contre les hélicos en early game. A savoir que vous avez une variante un petit peu plus lourde avec, du coup, cette tourelle-là, qui est aussi plus cher de 15 points, donc à voir si vous préférez un peu la qualité. 30% de précision, à noter que c'est vraiment pas mal pour des canons anti-aériens. Avec la vette qui est encore bonus, j'ai oublié de le préciser. Donc là, les IGLA à 55% de précision, ça peut limite voir le coup des UpVT où vous êtes à 60 et vous ratez assez rarement finalement. Vous avez accès aux Afghansi, donc 55 points, c'est vraiment pas cher, c'est vraiment multi-rôle, appui contre les hélicos, appui contre l'infanterie. Avec vos T62, vous pouvez faire vraiment des appuis assez puissants contre des decks d'infanterie. En plus, si vous utilisez les roquettes des BTR 70, vous allez rendre votre adversaire complètement fou là-dessus. Les Strela Dissem, donc 55% de précision. Vous avez qu'une seule carte, donc l'UpVT c'est... Je sais pas si c'est forcément une bonne idée, mais en tout cas vous avez l'option. Avec un commandant, vous pouvez le passer en V3, donc à 65% de précision, c'est vrai que ça monte vite. Donc c'est une option explorée, très clairement. Pour la table des hélicoptères, finalement, on a un deck aéro, mais qui n'a pas des hélicos trop exceptionnels, je trouve. Donc on a le Mi-8 avec des roquettes, le Mi-8 avec encore plus de roquettes, le Mi-8 avec des roquettes lourdes, ok. On a le Gouv, du coup, qui est vraiment excellent. Oula, il a beaucoup de munitions, d'ailleurs. Qui permet vraiment de découper des squads d'infanterie ou d'autres hélicoptères, même. Donc faut faire vraiment très attention à cet hélico. Pour moi, je pense que c'est la meilleure variante de Mi-8. On a les Escortini qui ont, du coup, des missiles anti-aériens, si jamais vous voulez vous défendre un petit peu contre d'autres hélicos qui ont des roquettes lourdes et du coup un pote de roquettes plus classique. Pour les Mi-24, on a l'option roquette qu'on trouve un petit peu partout, avec le cocon et quelques roquettes à côté. Les Mi-24P, qui est en fait juste plus de roquettes et de meilleure qualité. Non, 122 mm, 80 mm, donc celles-là sont moins puissantes, mais vous en avez plus. Avec notamment un autocanon à 4 d'AP qui vous permet vraiment de découper des véhicules légers assez rapidement. Et la variante A qui dispose du coup de missiles anti-air tout simplement avec quelques roquettes et toujours cet autocanon, donc pas mal du tout en tant qu'appui. Pour conclure sur cette division, on va passer à la table aérienne. Donc clairement, on est sur une division qui va se reposer sur ces avions pour contrer les chars lourds, parce que entre finalement vos lance-missiles à 17 et 20 d'AP, vos T62, vous allez vraiment galérer pour tuer du Abrams. Donc vous avez du coup des options anti-tank. Donc il y a deux variantes anti-tank, celle avec une roquette et celle avec des missiles anti-aériens. Donc si jamais vous voulez un petit peu qu'ils soient autonomes, si jamais ils croisent des avions de chasse, la T2 est plus intéressante. Et si vous voulez faire multi-rôle pour ensuite détruire un tank et doucher un petit peu une escouade d'infanterie sur les roquettes, la version interne est plus recommandable, plus attrayante. Pour le Mi-27K, on a les LGB, donc les LGB qu'on ne présente plus, hein, vous voulez one-tap un char, vous avez le visu, vous lâchez une bombe dessus, vous vous barrez. Pour les avions de chasse, pour protéger du coup ces avions, vous avez le Mi-23 classique que vous retrouvez dans la 39 et la 79, et une version un peu plus puissante qui est la A2. La différence, je crois, oui, c'est le missile courte portée qui a 65% de précision, donc clairement, si vous réussissez à vous rapprocher contre des avions de chasse ou des bombardiers à bout portant, vous allez leur faire très mal parce que ce missile rate très peu finalement quand vous êtes assez proche. Et le missile longue portée a un peu plus de précision, vous passez de 45 à 50%. Donc les Su-25 Cluster et HE, on ne les présente plus non plus pour appuyer contre de l'infanterie ou des chars. Le souci c'est qu'avec leur vitesse, ils sont extrêmement vulnérables au système anti-aérien, même sans radar, donc c'est compliqué de les sortir.
Et enfin, on a un MiG-27 Napalm pour deny un petit peu l'occupation de bâtiments et un canon qui peut quand même être utilisé sur le flanc des chars pour les endommager. Donc ce que je pense de la division suite à mes testings, clairement on est sur un... Pour moi en tout cas c'est un mid-tier en tout cas. Vous avez des options assez fun avec, notamment avec les espèces de transport avec des greffes de roquettes, de lance-grenades. C'est vraiment pas mal pour traiter les decks qui se basent principalement autour de l'infanterie. Mais par contre c'est sûr que la faiblesse évidente du coup, dès que vous perdez cette domination aérienne ou que votre adversaire a pris le temps d'établir un réseau de défense anti-aérienne pour deny vos avions anti-chars, les tanks adverses vont être un gros problème pour le coup. Donc comme d'habitude avec ce genre de deck, hein, avec votre composante aéro, vous prenez le plus de terrain possible, vous installez durablement, vous reposez sur vos atouts blindés comme les BMP-2D et les T-62 pour tenir le plus longtemps possible et vous essayez de gagner au point. Et contre les decks aéro, au contraire, vous avez les atouts blindés de l'autre côté, vous pouvez poser le jeu et soit faire un bel assaut aéro avec le spam d'hélico, notamment de transport avec les Mi-24 que je vous avais présenté plus tôt, soit avec du coup les BMP, les BTR, les MTLB avec des lance-grenades. Il y a vraiment de quoi faire pour appuyer son infanterie. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je ferai sûrement, si j'ai le temps, très probablement demain une vidéo pour présenter la 101 qui est la nouvelle division américaine. Puis du coup on se retrouve pour une prochaine fois. Salut!